Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être ce matin sur LCI. Parmi toutes les fonctions que vous avez occupées, on rappelle que vous avez été ministre de l'Énergie. On va parler de l'énergie parce qu'hier, évidemment, pour aider les Français à passer le cap des hausses de prix, Jean Castex, sur le 20h de TF1, a annoncé le versement d'une indemnité inflation de 100 € pour 38 millions de Français. 38 millions de Français. Bel effort. C'est un début, j'ai envie de dire. Je crois qu'il faut donner la parole aux Français pour savoir si c'est suffisant et si c'est compris. C'est-à-dire, est-ce que ça rétablit, oui ou non, le pouvoir d'achat qui a été drastiquement diminué par la flambée des prix de l'énergie. D'ailleurs, le Premier ministre n'a parlé que de l'essence, mais il y a aussi toute la question de l'énergie, du chauffage et de l'électricité qui n'a pas été abordée. Alors ce matin, il y avait un couple avec 2 voitures qui habitent à 20 km de chez eux. Donc il y a énormément de familles qui sont dans cette situation-là aujourd'hui. Leur facture d'essence s'élève par mois à 600 €. Sur ces 600 €, il y a 60% d'impôts. Ça veut dire que sur 60% de taxes et d'impôts. Donc ce qui veut dire que tous les mois, ce couple paye 360 € d'impôts par mois. Et donc depuis 3 mois, c'est-à-dire depuis le début de la flambée, ils ont payé 1080 € d'impôts en plus par mois sur la consommation d'essence. Alors c'est bien de donner 100 €, mais ce n'est pas du tout à la hauteur. Pour être à la hauteur, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Vous auriez voulu une baisse de taxes ? Mais c'est évident. Une baisse il y avait de taxes avant, qui est, vous pardon, souvenez, la TIPP flottante. Oui, dont on dit qu'elle n'a pas fonctionné. Pardon, la baisse de taxes. Quels sont les handicaps ? Selon le gouvernement, ça coûte très cher pour un avantage qui est minime, donc énorme coût, intérêt minime, et évidemment, c'est un mauvais signal écologique. Ça fait quand même mais ça coûte très cher, pas du tout. Puisque là, regardez, là, par exemple... Vous baissez de 2 centimes les taxes, ça coûte combien ? Mais c'est un manque à gagner, ça ne coûte pas cher, au contraire. Puisque, avec l'exemple que je viens de vous donner, ce couple a déjà payé 1000 € pour les 3 mois, 1000 € d'impôts en plus. Donc l'État doit rendre, la baisse des taxes ne coûte pas cher, la baisse des taxes permet de rendre aux Français ce qui est indûment pris du fait de la hausse du coût du prix du brut, puisque les impôts se payent en pourcentage du... Donc c'est injuste. Alors hier, Jean Castex vous a répondu indirectement. Est-ce que je vous ai convaincu au moins ? Il y a 1 milliard. C'est les Français qui vous écoutent. Les Français, 1 milliard. Ils sont intelligents, vous savez, les Français, ils sur voient les que 3 les impôts milliards 800 millions que coûte la mesure annoncée demain. 1 milliard est constitué précisément par le surcoût, ou plutôt les ressources en plus qu'amène cette hausse des taxes. Mais les ressources en plus... 1 milliard. Mais les ressources en plus sont bien plus importantes. D'ailleurs, pourquoi le gouvernement ne donne-t-il pas ce chiffre ? Est-ce qu'elle ne finance pas aussi déjà ces impôts ? Oui, mais là, on est dans une situation... Est-ce qu'elle ne finance pas déjà la protection sociale, tout un tas de dépenses qui est compensée par l'État ? C'est pour ça qu'il faut mettre toutes les choses sur la table. Ah ben voyez, ce qui frappe aussi, c'est la solitude de la décision du gouvernement. Le Parlement est en session actuellement. Il discute même du budget 2022. Et donc, il faut que les commissions parlementaires se réunissent et donnent aux Français, que les élus du peuple donnent aux Français les vrais chiffres. Ça va venir au Parlement puisque ça va être inclus dans le PLF. Oui, mais vous voyez là, par exemple, tout gouvernement, je vais vous dire, tout gouvernement, notamment sur la question énergétique que je connais bien, a intérêt à prendre des décisions collectives, réfléchies, au-delà des clivages politiques. J'ai fait voter, vous vous souvenez, la loi de transition énergétique. C'est pas facile, la loi de transition énergétique. Il y a les pro-nucléaires, les anti-nucléaires, les pro-énergie renouvelable, les anti-énergie renouvelable. J'ai réussi à faire voter cette loi à la quasi-unanimité du Parlement. Donc vous dites, 1, c'est pas suffisant, et 2, c'est une décision solitaire qui aurait dû donner lieu à un débat. Il fallait pas aller plus vite. Il faut baisser les taxes. Il faut baisser les taxes sur l'essence. C'est à la fois du bon sens. Combien ça coûte de la justice. Ça ne coûte rien puisque. Mais Elisabeth Martichoux, vous reprenez le discours gouvernemental. Mais il n'est pas fléché puisqu'il n'est pas encore dans les caisses. Mais c'est normal. Tous les jours, même en ce moment où nous parlons, les gens qui font leur plein à la pompe payent des impôts tous les jours. Tous les jours, il y a des rentrées fiscales. Il aurait dû le faire. Il aurait dû baisser les taxes. Mais c'est une question de bon sens, de justice, d'efficacité et de soulagement. Là, les Français vont partir en vacances, ils vont aller voir leur famille. En plus, il y a la grève des trains. Mais
la décision d'urgence et de bon sens et de justice et d'efficacité. Je pense que si le gouvernement ne le fait pas, c'est aussi une question un peu idéologique. Parce qu'il se dit, si jamais je commence à baisser la fiscalité, on va me demander la baisse de fiscalité partout. Mais non, la responsabilité d'un gouvernement, c'est de dire, on va baisser la baisse de fiscalité parce que là, il n'y a aucune raison qu'il y ait une explosion fiscale due à l'augmentation du prix de l'essence. Donc, on va rendre aux Français cet impôt indu qu'ils sont en train de payer uniquement parce que le prix du baril de pétrole augmente. C'est pas macronien, quoi. C'est pas dans l'état d'esprit macronien de baisser les taxes. Mais vous dites que c'est idéologique. Donc ça veut dire c'est un peu idéologique. Mais ça veut dire que le gouvernement a peur que s'il commence par une décision de baisse des taxes, les consommateurs demandent la baisse des taxes partout, puisqu'il y a de l'inflation partout. Il a raison d'avoir peur? Il a tort d'avoir peur? Non, un gouvernement ne doit pas gérer avec la peur ou avec l'inquiétude ou avec le fait de se dire « il ne faut pas que je donne un mauvais signal ». On connaît ça par cœur. Moi, je connais l'appareil d'État de l'intérieur. Quand j'ai bloqué les prix de l'électricité parce que je trouvais injuste que les Français... Il a bloqué les prix du gaz sur pas toute l'année 2022, d'ailleurs. Pas tout à fait. Si vous lisez les réactions... Il a bloqué les hausses à venir. De l'UFC Que Choisit, l'association de consommateurs, qui rappelle bien que le gouvernement n'a pas bloqué définitivement les prix du gaz. Il a prévu de les bloquer provisoirement et nous devrons payer le rattrapage de l'augmentation qui est actuellement gelée quand le gouvernement décidera de... Il a repoussé la date de paiement de ce rattrapage, mais Elisabeth Bartichou, vous voyez, je vous êtes étonnée parce que vous-même, vous n'aviez pas compris. Si, j'ai très bien compris. Non, mais les consommateurs n'ont pas compris. Non, il n'a pas bloqué. Il a annoncé que le blocage s'étendrait sur toute l'année 2022 et non plus jusqu'en avril, parce qu'il a précisément dit, vous ne l'avez peut-être pas entendu, j'ai entendu. Les experts ne prévoyaient pas la baisse attendue. Donc les prix, les futures hausses, s'est-il engagé hier soir, seront bloqués sur toute l'année 2022. Oui, ça veut dire quoi? Continuez la phrase. Ça veut dire qu'à partir de la fin 2022, nous devrons payer le rattrapage de ce qui est actuellement gelé. C'est un gel. Vous vous rappelez, dans d'autres circonstances, sur les tarifs des autoroutes, par exemple. Je voudrais qu'on parle du nucléaire, si vous voulez bien, Ségolène Royal, parce que Emmanuel Macron, manifestement, finit les ambiguïtés, il met le paquet. Il a, selon le Figaro, l'intention de lancer 6 chantiers de centrales EPR avant la fin de l'année, après avoir annoncé des investissements sur les petites centrales. Le vent tourne, semble-t-il, au sommet de l'État en faveur du nucléaire qui produit une énergie décarbonée et moins chère. Est-ce que vous validez cette piste? Non, pas cette piste, mais ce plan. D'abord, je ne valide pas la méthode. Parce qu'il ne faut pas opposer les énergies les unes aux autres. Il faut réconcilier les énergies parce que ce qu'on appelle le mix énergétique français, c'est à la fois du nucléaire, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et dans la loi de transition énergétique que j'ai évoquée tout à l'heure, si j'avais réussi à la faire voter, à rassembler les différentes familles politiques, c'est parce que je m'étais toujours refusée à opposer les énergies les unes aux autres et à prévoir... Certes, la baisse de la part du nucléaire de 75 à 50% de la production d'électricité et la montée en puissance des énergies renouvelables. Quand un dirigeant fait une annonce uniquement sur l'énergie nucléaire, c'est très dangereux pour les autres filières énergétiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous savez, c'est très fragile les marchés énergétiques. Une annonce gouvernementale, ça crée tout de suite des mouvements et ça déstabilise, c'est-à-dire que tout d'un coup, les filières des énergies renouvelables se disent et nous, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Donc c'est déséquilibré. Oui, et c'est déséquilibré et ça ne rend pas service à l'industrie française puisque la compétition mondiale aujourd'hui, elle est sur la conquête des marchés dans le domaine des énergies renouvelables. Et sur le fond de la proposition, pour savoir si elle est bonne, il faut répondre à 3 questions très courtes. C'est d'abord, premièrement, est-ce que c'est faisable? Deuxièmement, est-ce que ça va permettre une énergie moins chère? Et troisièmement, est-ce que ça renforce l'indépendance énergétique de la France? Si vous pouvez répondre au moins oui à une des 3 questions. Et là c'est non? Est-ce que c'est faisable, vous dites? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous voyez aujourd'hui, alors même que dans certaines communes, on se dresse contre des éoliennes qui doivent être faites, je le dis au passage,
Vous voyez, vous, des territoires qui vont accepter une centrale nucléaire aujourd'hui? La question déjà, il faut nous dire où elles vont être installées, ces centrales nucléaires, et si les populations sont d'accord. Donc, bon courage pour trouver les endroits. Bonne question. Deuxièmement, est-ce que c'est moins cher? Regardez le dérapage financier de l'EPR de Flamanville. Plusieurs milliards de dérapages financiers. Et aujourd'hui, la production du kilowattheure d'énergie nucléaire est beaucoup plus chère que la production du kilowattheure d'énergie renouvelable. Donc vous dites, aujourd'hui, on est encore compétitif, c'est moins cher que dans un certain nombre de pays. C'est moins cher parce qu'on a des anciennes centrales qui sont amorties. Mais ça ne le sera plus, il faut faire attention. Et troisièmement, est-ce que ça renforce l'indépendance? Mais pour faire tourner une centrale nucléaire, il faut un combustible. C'est quoi le combustible des centrales nucléaires? C'est l'uranium. Est-ce que la France produit de l'uranium? Non. Est-ce qu'il y a des réserves d'uranium? Non. Dans 50 ans, il n'y aura plus à l'échelle mondiale. Donc, on va acheter notre uranium. Donc, on ne va pas construire aujourd'hui des centrales nucléaires qui ne seront opérationnelles peut-être que dans 10 ans, alors même que l'on sera sur le pic du déclin de la réserve d'uranium. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron ne se pose pas pour l'instant, ou en tout cas, il évite de répondre à 3 questions qui sont, à votre avis... C'est pour ça que je pense que son annonce est idéologique. C'est-à-dire... Décidément, vous le trouvez très idéologique. Mais c'est une idéologie. Mais l'idéologie pro-nucléaire n'est pas plus valable que l'idéologie anti-nucléaire. Je le répète, il faut réconcilier les énergies. Et s'il fallait mettre le paquet quelque part, il faut mettre le paquet sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire sur l'isolation, les économies d'énergie, l'isolation du bâtiment. Le gouvernement dit on le fait avec la prime Rénov'. C'est trop lent. Vous voyez, parce que ça, c'est des chantiers considérables, c'est de la croissance, c'est de l'emploi, c'est de l'ingéniosité, vous voyez, c'est le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. Donc là, on a un chantier magnifique qui est à l'arrêt. Mais ça marche bien, la prime Rénov'. C'est petit. Vous trouvez qu'elle n'est pas assez importante? C'est petit. Donc, c'est des chantiers majeurs qu'il faut relancer. Et le nucléaire, vous n'êtes pas contre. Et les énergies renouvelables, il faut relancer. Mais il ne faut pas, évidemment, oublier... Alors, il y a des investissements dans France Relance 2030, il y a des investissements pour le renouvelable. Vous dites, on met trop le paquet sur le nucléaire et pas assez sur le renouvelable. Il faudrait rééquilibrer. Il ne faut pas opposer les énergies les unes aux autres. Vous êtes une femme de gauche, Ségolène Royal. Oui. Le Parti socialiste ne vous a pas aidé au sénatorial, il vous a même lâché. Est-ce que vous lâchez, votre adhésion au Parti socialiste? Non, il n'y a pas de raison. Le Parti socialiste n'appartient vous n'êtes pas rancunière, alors. Le Parti socialiste n'appartient pas à ses dirigeants. Le Parti socialiste appartient à l'histoire. Mais ce sont les dirigeants qui appartient à ceux qui l'ont créé, qui l'ont fondé. Vous gardez les hommes et aux votre femmes qui, adhésion. le siècle dernier, se sont battus pour la liberté, pour les services publics, pour l'émancipation par le travail et par l'éducation. C'est une histoire, le socialisme. Vous restez attaché à ce parti. Alors, l'ancien président François Hollande, qui était l'invité d'ailleurs d'Hôtel Krief hier, étrille la gauche, estime qu'il n'y a que des candidats lilliputiens dans cette élection, à gauche, dit-il. Vous validez, là aussi? C'est compliqué pour moi Écoutez, je pense qu'on est en période de campagne présidentielle, donc je pense que la bienveillance est plus Pourquoi vous dites adaptée Pourquoi vous dites c'est compliqué? François Hollande, voilà. Oui, mais enfin, je sais comment ça peut être interprété, etc. Bon, non, j'ai commencé par dire que vous étiez une femme de gauche. J'ai pas dit, je suis une femme politique, donc je vais m'exprimer en tant que femme politique et en tant que femme politique et rien d'autre. Voilà. Ouais. Je pense qu'un ancien président de la République doit être bienveillant, parce que c'est pas facile, l'engagement politique, et que le moment, je crois, n'est pas venu de karchériser. Si je voulais faire un peu d'humour à François Hollande, je dirais que le karcher n'est pas forcément son instrument. C'était pas le sien. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais bon. Oui. Voilà. Bon, comprenne qui pourra. En tout cas, là, il karchérise les candidats de gauche. Voilà, mais un peu, oui. Et il aurait mieux fait de karchériser. C'est pas le moment. Même sur le fond, il a le droit de s'exprimer comme il le veut. Mais vous regrettez que l'usage de ce mot lilliputien? C'est pas bienveillant. Donc, je pense qu'il faut être bienveillant dans les périodes de campagne électorale à l'égard de son camp. Voilà, d'accord. Et maintenant, si on va dans l'analyse quand même du paysage, la gauche est faible. La gauche est très faible. La gauche est apparemment faible, mais je pense qu'elle est très forte en matière de valeurs et d'urgence et de capacité de répondre
aux problèmes qui se posent et que l'on vient d'évoquer. Pourquoi elle est si peu attractive ? Pourquoi est-elle si peu attractive ? Il faut quand même se poser la question. Parce qu'elle est divisée, déjà. 7 candidats. Oui, c'est ça. Donc la division est dramatique en termes de dynamique électorale. Donc elle est divisée. Et puis, elle doit se rassembler. Il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, la solution, elle est très simple. Il faut que la gauche se rassemble. J'espère qu'en début d'année prochaine, ça sera le cas. En disant cela, moi, j'y aiderai. En disant cela, vous savez très bien que c'est très compliqué, que Jean-Luc Mélenchon... Tout est toujours compliqué en politique. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas avec d'autres. Il ira tout seul Qu'est-ce que vous en savez devant. On ne sait pas. Lui. Vous pensez qu'un jour, il va pouvoir... Vous savez, le paysage, ce qui est passionnant en politique, c'est que le paysage politique change tout le temps. Ouais. Donc on ne sait pas. Ce qui est vrai aujourd'hui, au moment où nous parlons, ne le sera peut-être plus en début d'année. Donc moi, j'espère que toute la gauche se réunira autour de celui ou de celle qui sera le mieux placé en début d'année. Voilà. Voilà comment je vois la stratégie. Il faut du contenu. Est-ce que vous trouvez que votre parti a suffisamment travaillé pour avoir un programme ? Il y a du contenu, parce que c'est vrai que le contenu ne fait pas forcément la une des journaux et la une de l'actualité, mais il y a du contenu. Il y a du contenu. Alors, c'est peut-être plus fastidieux, c'est vrai, de faire des débats sur le contenu, mais il y a du contenu. Regardez, vous venez d'annoncer là sur LCI... Le pouvoir d'achat, par exemple, c'est un sujet, précisément, et c'est la première préoccupation des Français. C'est un sujet qui est majeur et qui, d'une certaine façon, est au cœur des préoccupations de la gauche. Et pourtant, 28% seulement le total gauche. C'est pas seulement la division, peut-être, qui explique cela. C'est peut-être aussi les réponses. Mais si à 28%, on est au second tour, vu l'éclatement de la droite, eh ben oui. Vous vous dites au 7%. Mais si à 28%, on est au second tour. Ségolène Royal. Mais je suis une idéaliste. Oui. Non, mais je pense que soit la gauche... L'idéalisme, ça permet pas de... Il faut du pragmatisme en politique, vous savez bien. C'est-à-dire, soit la gauche considère que les valeurs qu'elle porte, et regardez à l'instant l'information qui vient de tomber sur LCI, comme quoi il y a une pénurie sur le recrutement des personnels soignants. Vous croyez que c'est soutenable, une société qui arrête d'investir dans l'éducation et dans la santé? C'est insoutenable. Et donc, il n'y a que la gauche qui défend le service public hospitalier. Quand votre candidate, Anne Hidalgo, propose de doubler les salaires, au moins doubler les salaires sur le quinquennat, est-ce que c'est une bonne entrée en matière ? Je pense que c'est assez maladroitement dit. Mais l'idée qui est derrière, sous-jacente, c'est de dire qu'il faut revaloriser les métiers d'enseignant. Mais ça, tout le monde est d'accord. Hein. Personne ne dit tout le monde est d'accord. Alors, vous voyez, tout le monde est d'accord. Donc, c'est pas dramatique non plus. Oui. Ah ben non, mais après, c'est le contenu. La proposition est apparue comme excessive. Absolument, oui. Mais il faut travailler les choses. Attendez, on est au début de la campagne. Donc, je pense que ça... Vous dites rien n'est perdu. Je pense que si la gauche réussit à se rassembler et si en début d'année prochaine, tous les candidats de gauche se rangent derrière celui ou celle qui sera le mieux placé, je pense que c'est possible d'être au second tour. Pourquoi vous n'y allez pas ? Je pense que c'est important. Et si vous y alliez, je vais juste finir ça. Ouais. Le problème, c'est pas que la gauche gagne pour la gauche. Le problème, c'est de considérer aujourd'hui, regardez ce qui se passe aussi en Europe, où les sociodémocrates reviennent aux responsabilités parce que les opinions publiques ont observé et ont constaté que pendant la crise sanitaire, la crise économique et la crise sociale, la crise éducative qui a été concomitante à la crise sanitaire, les valeurs de service public, les valeurs d'écologie, les valeurs de transition sanitaire, les valeurs de priorité à l'éducation sont prioritaires. Ça ne se traduit pas en intention électorale. C'est Éric Zemmour, aujourd'hui, la sensation. Le bloc d'extrême droite, seulement d'extrême droite nationaliste, Dupont-Aignan, Zemmour, Le Pen, ils font plus de 32% parce que ce n'est pas assez puissant en face. Parce que la force de proposition de la gauche n'est pas assez puissante. Donc finalement, vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy, qui fut votre adversaire, on s'en souvient, et qui dit que Zemmour, c'est le résultat du vide. Oui, mais je ne suis pas sûre que Nicolas Sarkozy reste une référence politique, compte tenu de ce qui lui arrive, parce que je pense aussi que la dégradation à l'égard de l'adhésion envers les institutions est aussi un signal et un révélateur de la crise politique. Donc on a besoin aussi de dirigeants exemplaires. C'est terminé, il faut que je passe la parole à Guillaume. Mais... Et vous ? Est-ce que vous pourriez aller fédérer ces 7 candidatures ? Ah non, mais moi, il y a suffisamment de candidats, je l'ai dit. Donc vous n'irez pas, c'est définitif ? Où ça, à l'élection présidentielle. Mais encore faudrait-il qu'on vienne me chercher, mais ce n'est pas du tout le contexte. Vous pourriez vous autosaisir en disant, puisqu'ils sont lilliputiens, comme le dit François Hollande, voilà une candidature qui aura... Non, là où je peux être utile, tenue. Là où je peux être utile, je vais vous le dire, au mois de janvier, c'est de regarder quel est le paysage politique et c'est de soutenir celui ou celle qui sera le mieux placé par rapport à ce paysage politique et de dire aux autres, il faut se rassembler parce que
Vous devez répondre aux attentes des Français. Vous êtes utile aux Français par rapport aux exemple, valeurs que vous portez. Vous pourriez soutenir Jean-Luc Mélenchon s'il était le mieux placé. Je viens de vous le dire. Celui ou celle qui sera le mieux placé à gauche aura mon soutien et aura ma dynamique de rassemblement des autres autour de lui. Vous viendrez nous dire alors sur LCI. Ils sont pas candidats.